Bon, alors, je vais commencer par vous dire en 2 mots qui je suis. Donc, Sylvie Lenné, je suis professeure à l'Université Lyon 3 dans un domaine qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication. Ça relève pour les catégories universitaires des sciences humaines et sociales. Moi, en ce qui me concerne, je travaille dans la partie sciences de l'information. La partie sciences de la communication, ce sont les personnes qui travaillent sur la communication des organisations ou sur les médias, la presse, la télévision, la mise en discours, de l'analyse qu'on peut faire du monde. Donc ils sont clairement sciences humaines et sociales. Les métiers correspondants, puisqu'on gère des formations professionnelles aussi quand on est universitaire, les métiers correspondant au secteur communication, c'est en gros le journalisme. Moi, je suis du côté sciences de l'information. Les sciences de l'information, c'est assez vaste, mais en gros, ça tourne autour de la question de la mise à disposition de l'information, des documents, des connaissances à des gens qui essaient d'en trouver dans des systèmes d'information donc numérisés. En général, c'est de l'informatique à la base. Mais étant donné qu'il s'agit d'une discipline qui relève des sciences humaines et sociales, on s'intéresse à l'aspect humain, à l'interaction homme-machine, au type de dialogue, à la manière dont on peut exprimer un besoin. Et il y a beaucoup de questions à se poser dans ce domaine. Moi, un des secteurs sur lequel je travaille en ce moment, c'est les mutations des formes d'édition, par exemple, ou des sujets un peu plus techniques comme les métadonnées qui décrivent des documents ou des objets divers, numériques d'ailleurs, dans des systèmes. Est-ce que vous voulez que je prenne un micro ou est-ce que ma voix porte bien? Ça va? Pour tout vous dire, à la base, je suis informaticienne, ingénieure informatique, avant de m'être lancée dans la recherche. À côté de ça, j'écris des nouvelles de science-fiction. Je suis une lectrice passionnée de science-fiction depuis très très longtemps. Voilà, je vais essayer de relier un peu les deux dans ce que je vais vous dire. Est-ce que je peux vous demander si l'intelligence artificielle est un secteur que vous connaissez particulièrement bien ou pas du tout? Pas du tout. Un peu en SF, mais... D'accord. Pas en tant que domaine de recherche? J'ai fait un petit mémoire Mathieu, je le craignais dans un bien. labo d'IA, mais ça fait il y a beaucoup Je ferais semblant de ne pas le savoir. Mais c'était pas si lié que ça. Oui. Ouais. Alors, si on commence par le côté recherche, et si on essaie de se demander ce que c'est que l'intelligence artificielle pour les scientifiques, parce qu'en fait, dans le monde de la recherche, on parle assez peu d'intelligence artificielle. On utilise tout un tas d'autres termes ou d'autres concepts un peu plus précis d'habitude. Mais les types de chercheurs qui s'intéressent à la question, en gros, c'est d'abord et majoritairement les informaticiens, c'est assez logique, mais vous avez aussi les roboticiens. Parmi les roboticiens, vous avez des gens qui travaillent sur les capteurs, sur la mobilité des robots, donc on dérive assez vite vers l'électronique, la mécanique. Mais vous avez beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le traitement du signal et la reconnaissance des formes, ce qui est une forme dérivée de l'analyse numérique et des mathématiques en quelque sorte. Donc voilà, des communautés assez diverses, et puis après il y en a tout un tas d'autres qui se greffent, puisque, pour vous dire un peu ce que j'ai fait moi, qui se rapproche du domaine, je me suis lancée après mes études d'ingénieur dans une thèse sur un domaine qu'on appelait le traitement automatique des langues, qu'on appelle maintenant plutôt l'industrie de la langue, et mon travail de thèse consistait à travailler sur des outils qui faisaient de la condensation automatique de texte, ou plus précisément de l'indexation automatique, c'est-à-dire qui traitaient des textes et qui essayaient d'en extraire des fragments qui étaient particulièrement représentatifs de ce dont ça parlait. Heureusement que ça ne s'est pas mélangé avec mon activité d'auteur, parce que ça poserait des questions assez troublantes. En tout cas, pour faire ce genre de choses, et pour d'ailleurs aborder toute une partie du domaine de l'intelligence artificielle. Quand on travaille sur le texte, ça veut dire qu'on a besoin de travailler avec des linguistes, évidemment, parce qu'il faut comprendre
quelle est la structure du texte et son organisation à différents niveaux. Mais moi, j'ai pas mal travaillé, et c'est un courant important en ce moment aussi, avec des statisticiens. Parce qu'on va travailler sur la répartition du vocabulaire, la fréquence d'utilisation des termes. Et en gros, mon travail de thèse, c'était un développement informatique qui se basait sur des réflexions menées d'une part par des linguistes et d'autre part par des gens qui faisaient de la statistique textuelle, de la lexicométrie. Voilà. Alors, interrompez-moi, moi, n'importe quand, parce que je ne sais pas si les mots que j'emploie vous parlent ou pas, et qui sont toujours très simples à expliquer en 2-3 phrases. Donc même à la limite, vous faites hop, j'arrête et j'explique. La lexicométrie. La lexicométrie, alors comme tous les machins qui se terminent en métrie, il s'agit de mesures. Comme ce qu'il y a avant, c'est lexique, ça veut dire qu'on s'intéresse au vocabulaire. Les formes les plus simples de la lexicométrie consistent à repérer tous les mots présents dans le texte et à compter combien de fois ils apparaissent. Et après, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées sur cette base-là, comme de comparer la distribution d'un mot selon les textes dans lesquels il est employé. Et on peut, comme ça, aboutir à des raisonnements qui permettent de dire que des mots qui sont très présents dans certains textes et très complètement absents dans d'autres sont des mots très révélateurs d'un sujet particulier et non pas des termes neutres qui sont présents quel que soit le sujet dont on traite. Voilà, donc sur des mesures de fréquence, on peut faire des hypothèses concernant l'intérêt du mot et sa spécificité par rapport à un sujet. Est-ce que ça peut se combiner avec certaines notions, par exemple, de champ sémantique ? Sémantique. Alors, voilà le grand mot autour duquel on va tourner bientôt et qui pose beaucoup de questions, parce que définir ce que c'est que l'intelligence, c'est pas évident, mais alors définir ce que c'est que le sens et la sémantique, c'est pas évident non plus. Donc, si tu veux bien, je mets la question un peu de côté. Et puis, oui, la sémantique, c'est clair que c'est le terme à la mode actuellement pour désigner la nature globale des projets que l'on mène sur cette base-là. Alors, pour revenir un petit peu sur des éléments historiques et situer quand est-ce qu'on commence à parler d'intelligence artificielle. Vous avez sûrement entendu parler de Alan Turing, du célèbre test de Turing. S'il est intéressant, c'est surtout parce qu'il a été un des premiers à essayer de définir ce que c'était que cette forme d'intelligence que l'on essayait de créer, sans trop savoir d'ailleurs à quoi elle ressemblerait. Et donc le fameux test de Turing consiste à dire qu'on décidera qu'une machine est intelligente si, lors d'un dialogue que l'on met en scène dans une situation où la personne qui dialogue avec la machine, en fait, le fait à travers un écran d'ordinateur, n'a aucune vision de son interlocuteur, et si le dialogue, quel qu'il soit, se déroule d'une manière qui fait qu'à l'arrivée, celui qui discute n'a pas repéré d'aucune manière qu'il avait affaire à une machine et pense que c'était sans doute un être humain qu'il avait en face, alors on dira que la machine est intelligente. Il y a d'ailleurs eu assez rapidement des petits logiciels qui ont été développés et qui, à la limite, étaient capables de passer le test de Turing sans être pour autant des choses extrêmement sophistiquées. Il y a eu en particulier un programme qui s'appelait ELISA. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ELISA ici. Évidemment, mais Mathieu, c'est quand même assez facile de piéger. Tu as travaillé sur ELISA? Non, j'ai joué avec. Mais on se rend très vite compte que les réponses sont... Alors, il y a des gens qui se sont laissés prendre parce que c'était tellement différent des formes habituelles du dialogue homme-machine. Mais le programme ELISA, il était basé sur le fait qu'il y avait dedans une petite base linguistique qui était capable, en gros, d'analyser la structure des phrases qui étaient dites par l'être humain, de repérer, en gros, où étaient les verbes ou les sujets, et qui voulait renvoyer systématiquement sous forme de questions. ELISA était censé être un psychiatre ou un psychanalyste qui vous faisait parler à chaque fois que vous lui disiez quelque chose, il reprenait des éléments de ce que vous aviez dit, quelquefois en les situant à un niveau un peu plus global, vous racontiez quelque chose à propos de votre papa, votre maman ou je ne sais qui,
Et il disait, parlez-moi plus longuement de la relation que vous avez eue avec vos parents. Il renvoyait toujours des questions. Enfin, Mathieu, qui a expérimenté, peut peut-être nous en dire un peu plus. Oui, c'est le fait que ça soit un dialogue un peu contraint par la relation qu'on a avec un psychanalyste. Voilà, c'est le principe du aidait, psychanalyste. Il n'a pas forcément des choses très importantes à vous dire, voilà. mais il vous fait parler. Donc, voilà. C'est une des premières réalisations que l'on ait réussi à faire, qui fonctionnait, qui pouvait un petit peu passer le test. Ouais, sinon, il y a des gens qui ont échoué au test de Turing, des êtres humains. Il y a des êtres humains qui ont échoué. C'est la bêtise humaine. Ça veut dire que le test de Turing est plus valable, il est passé Il existe toujours. Je ne crois pas qu'on s'en serve fréquemment, parce que je pense qu'on a d'autres attentes maintenant vis-à-vis d'une intelligence artificielle que celle de lui demander d'être capable de soutenir une conversation, en fait. Est-ce que c'est un objectif qui est vraiment significatif? On ne s'en contenterait probablement plus. Mais très vite, on a commencé à travailler sur des aspects beaucoup plus précis de la question. Un des domaines qui a porté des fruits assez rapidement, je sais qu'il en a été question dans les tables rondes, c'est notre grand chercheur en mathématiques qui en parlait. Ce sont des outils de vérification, de démonstration de théorèmes, ou même parfois ça allait jusqu'à la démonstration de théorèmes assez simples, ce qui est déjà une forme intéressante de construction de raisonnement, parce que quand il faut aboutir à la démonstration d'un théorème et qu'on fournit le théorème, bien évidemment, il faut trouver quel est le cheminement, la construction de propositions logiques qu'il faut bâtir pour arriver au résultat que l'on cherche à produire. Donc, c'était déjà un beau défi, mais dans un domaine extrêmement précis, qui s'appuie sur un langage formel très restreint. Ce sera quand même une caractéristique de tous les systèmes à base de raisonnement que l'on va construire et qui donneront de vrais bons résultats. Les autres outils logiciels un petit peu de même nature qu'on a développés vers les années 60-70 sur ce modèle-là, ou sur lesquels on a commencé à travailler, c'est les systèmes experts. Les systèmes experts, à la base, c'est la même idée. On va essayer de modéliser dans le système la connaissance qu'appliquent certains professionnels dans leur domaine, et puis ces systèmes vont être capables, quand on leur présentera une situation, d'aboutir à la conclusion à laquelle serait arrivé l'expert. Mais ça ne marche que dans des domaines très restreints et très ciblés. En particulier, ça marche dans... ça a été utilisé pour l'aide au diagnostic dans le domaine médical. Ça, j'imagine que François connaît, non, peut-être, je sais pas. Et ça a été utilisé aussi dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, dans le secteur boursier, l'aide au choix de police d'assurance, le conseil en placement financier, tout un tas de situations où, en fait, si un expert était intervenu, il aurait posé à la personne qui était en face de lui un ensemble de questions restreintes, pas potentiellement illimitées. Il se serait intéressé à un certain nombre de facteurs. Et puis, au fur et à mesure que les réponses arrivent, dans le domaine médical, c'est avez-vous de la fièvre, avez-vous tel ou tel type de symptômes, quels sont les éléments de votre passé médical. Mais chaque réponse non seulement apporte de nouvelles connaissances, mais oriente et restreint la suite du dialogue. Donc, on a eu, pas forcément en même temps, et ce n'étaient pas forcément les mêmes outils, les premiers logiciels qui intégraient des fonctions d'apprentissage, des outils capables de s'améliorer à chaque fois qu'ils avaient une interaction, qu'ils aboutissaient à un résultat. Ça impliquait en général d'ailleurs que l'on dise au système si ce qu'il avait produit était bien ou pas. Mais des systèmes intégrant des fonctions d'apprentissage, vous en avez dans des outils logiciels assez simples,
il y a un certain nombre de logiciels OCR, reconnaissance optique de caractère, qui intègrent des fonctions d'apprentissage. Vous les faites travailler sur des textes, alors vous connaissez sans doute, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec ces outils, on a des petits OCR maintenant livrés en même temps que le scanner, enfin ça fait pratiquement partie des composants standards fournis dans un environnement logiciel, mais certains qui sont plus sophistiqués sont conçus de manière à ce que vous puissiez traiter des documents imprimés un peu complexes par les polices qu'ils emploient ou les caractéristiques du papier sur lesquels ils ont été imprimés ou n'importe quoi d'autre. Vous les scannez, donc vous obtenez une image, vous faites traiter cette image par le logiciel de reconnaissance de caractère qui vous fait des propositions, il y a un certain nombre d'erreurs, vous corrigez les erreurs pour avoir un texte correct, et au bout d'un certain nombre de passages de ce type-là, le logiciel a acquis des compétences sur, par exemple, la reconnaissance de la police avec laquelle vous travaillez. Donc à partir de ce moment-là, il fournira des résultats bien plus satisfaisants que ceux qu'il fournissait au départ. Ouais, c'est encore plus manifeste avec les logiciels de reconnaissance vocale, quoi. C'est pareil, oui. Dès et tous les outils pilotent la reconnaissance vocale, oui, c'est tout à fait intéressant et nécessaire parce que on a tous des manières de parler très diverses. La reconnaissance optique des caractères, c'est le genre de choses que dorénavant on appliquera plutôt à la reconnaissance de l'écriture manuscrite qu'aux polices de caractères atypiques dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement, bien connaître l'utilisateur d'un outil pour mieux interagir avec lui, voilà un investissement que l'utilisateur est prêt à faire parce que c'est ce qui va lui permettre d'avoir de bonnes performances. Un exemple aussi qui marche bien, c'est les logiciels de mail qui reconnaissent le spam qu'on reçoit. Oui, mais je n'en connais pas qui intègrent des fonctions d'apprentissage. On peut les paramétrer. On lui dit, par exemple, celui qui est intégré dans Thunderbird, mais dans les autres, ça existe aussi. On lui dit les mails qui sont du spam, ceux qui ne sont pas du spam. Au départ, il sait quasiment rien, et à la fin, il reconnaît très bien. À la fin, il a identifié un certain nombre d'émetteurs ou un certain nombre de thèmes qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas et qui vous correspondent à vous et à votre profil. Dans le cas des logiciels de reconnaissance vocale, personnellement, j'ai eu à en utiliser, enfin, j'ai essayé d'en utiliser un dans mes études il y a 5-6 ans de ça, et 5-6 ans de ça, pour le développement logiciel, c'est absolument énorme. Et ce qui était amusant, enfin si l'on peut dire, mais du coup ça posait des problèmes, c'est qu'avec ce logiciel-là, il enregistrait une voix, et malheureusement, c'était l'époque où ma voix était harmonieuse, c'est-à-dire muet. Ce qui se passait, c'est que parfois, à cause de la mue en cours du sujet, c'est-à-dire de moi-même, le logiciel n'arrivait plus à reconnaître que c'était bien moi qui parlais, et donc du coup il avait tendance à se bloquer, ou en cas ça marche mieux avec les filles. Ben, voilà, du coup je sais pas, mais du coup maintenant que je prends du recul, je me dis que c'était très amusant parce que c'était des logiciels qui demandaient encore à être développés. Je suppose que maintenant ce genre de problème, on a trouvé une substitution où le logiciel est beaucoup moins tatillon peut-être, je sais pas, j'ai jamais réessayé depuis. Vu que j'ai appris à taper une vitesse qui me permettait de me passer de ce genre de logiciel, mais par exemple en cas de rhume où la voix est très prise et où effectivement le problème est strictement biologique, le logiciel rencontrait manifestement un problème. Donc du coup c'est... Oui, ceci dit, le principe de ces outils, ce serait qu'on doit reprendre l'apprentissage lorsqu'on ne se comporte plus de la même manière et qu'on est dans une situation différente. Mais je ne sais pas si on est en train de parler d'intelligence artificielle encore. On a des outils évolutifs. Le fait que l'outil soit évolutif est quelquefois considéré comme une des caractéristiques de l'intelligence, mais pas toujours. En fait, c'est une des choses que j'ai apprises en mémoire, c'est qu'il y a beaucoup de sujets en intelligence artificielle, et souvent dès qu'ils commencent à avoir une application pratique et à se retrouver dans l'industrie, et les gens ne considèrent plus que c'est intelligence artificielle. Exactement. Même si au départ il s'est sorti des labos d'intelligence artificielle. Donc il y a quelque chose de très frustrant pour les chercheurs. C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. C'est-à-dire que un des grands défis, il en était question aussi dans les tables rondes,
un des grands défis qu'on a considéré comme vraiment relevant de l'intelligence artificielle a été pendant un temps le fait d'avoir un ordinateur qui soit capable de jouer aux échecs ou de battre un être humain aux échecs. On considérait que c'était un challenge extrêmement difficile et que probablement on n'y arriverait jamais. On avait d'ailleurs cette vision probablement parce que on pensait qu'on arriverait à un résultat satisfaisant en modélisant le raisonnement humain, c'est-à-dire en essayant en gros de faire quelque chose qui réfléchit au coup à jouer comme le fait un être humain. Il y a eu des ouvrages très intéressants sur la question. C'est l'époque des grands débats autour de l'intelligence artificielle avec des enthousiastes persuadés qu'elles allaient très vite exister, qu'on allait très vite les mettre au point, et des défenseurs tout aussi acharnés qui disaient qu'il était impossible que l'intelligence artificielle existe un jour, justement en raisonnant sur le fait qu'on ne pourrait pas modéliser le raisonnement humain. Alors un mot sur les réflexions de Dreyfus. C'est Dreyfus qui a fait ce procès à l'intelligence artificielle et qui disait à propos du jeu d'échecs, si vous êtes un joueur médiocre aux échecs, vous pouvez jouer et vous allez réfléchir au coup que vous allez jouer quand ce sera votre tour, en analysant une quinzaine de coups possibles, en les comparant et en prenant le meilleur parmi ceux qui vous viennent en tête. Mais si vous êtes un très très bon joueur, et même si vous raisonnez 3 ou 4 coups à l'avance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le très très bon joueur n'analyse pas beaucoup plus de possibilités en allant beaucoup plus vite. En fait, il en examine à peu près le même nombre, il en examine aussi 15 ou 20. Simplement, celle qu'il va examiner, ce sera directement les meilleures. Les pertinentes. Et il est très difficile de mettre en évidence la manière dont ces 15 ou 20 meilleurs coups ont été filtrés. Ce qui est sûr, c'est que le très bon joueur n'y réfléchit pas de manière consciente. À partir du moment où il n'y réfléchit pas de manière consciente, il ne peut pas expliquer comment il a fait pour sélectionner cela et comment il a fait pour réfléchir à cela. Ce qu'on appelle l'intuition,